Hello Marc, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends très bien, Nicolas, merci. Bonjour à vous aussi. Encore une minute et puis nous allons débuter. Je vais commencer par présenter, en attendant que les dernières personnes s'assoient, Marc Dexter. Marc Dexter est neurochirurgien en Australie. Il dirige à la fois le service adultes et enfants du Westmead public. Il dirige aussi la clinique qui est associée au Westmead où vont tous nos patients calédoniens. Et il collabore avec nous depuis maintenant une vingtaine d'années à peu près. Pour la petite anecdote, quand j'ai postulé pour venir en Nouvelle-Calédonie, une des premières choses que j'ai fait, bien entendu, c'est j'ai appelé mon collègue qui était en poste à Nouméa, et je lui demandais comment ça se passait l'exercice en Nouvelle-Calédonie de la médecine. Il m'a dit, écoute, c'est pas mal. Mais il y avait une réponse qui m'avait un peu perturbé, qui m'a dit, oui, mais en Nouvelle-Calédonie, mon meilleur correspondant, il se situe en Australie, et c'est Marc Dexter. J'étais un peu embêté pour la qualité de la médecine calédonienne, et au final, c'est vrai qu'après 20 ans de collaboration, près de 20 ans de collaboration avec Marc Dexter, je crois que la clairvoyance de ce collègue est évidente, tant la pertinence de ce collègue est importante. Et je dois dire qu'on lui doit beaucoup, notamment pour assurer quasiment en permanence les astreintes de neurochirurgie tous les jours depuis des années et des années. Donc, nous allons débuter ce premier topo, comment le neurochirurgien peut améliorer les douleurs chroniques. Marc Dexter, la parole est à toi. Merci Nicolas. Permettez-moi de partager mon écran si vous le voulez bien. Nicolas, merci de d'éteindre votre micro. Ces diapositives. Merci beaucoup, Nicolas. Et je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous en personne. Nous avons encore des problèmes liés à la pandémie de Covid-19 ici à Sydney. Et cette année, c'est encore compliqué. Beaucoup de mes collègues ont eu problèmes encore cette année et encore des problèmes pour se déplacer. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous en personne. Ces 2 dernières années ont été très compliquées. Normalement, je viens 2 fois par an en Nouvelle-Calédonie et j'adore me rendre en Nouvelle-Calédonie, mais pour l'instant, cela n'a pas été possible depuis 2 ans. Je vais essayer de faire de mon mieux, donc. Je remercie tout d'abord très sincèrement Luc Debrun et toute l'équipe qui m'ont donné la possibilité de partager cette première conférence, toute première conférence sur la douleur en Nouvelle-Calédonie, mais également dans le Pacifique. C'est un honneur pour moi de vous faire cet exposé. J'espère que ceci sera intéressant. Alors, qu'est-ce que les neurochirurgiens peuvent amener à la gestion de la douleur chronique? Il y a différentes techniques ou opérations que nous pouvons faire pour vous aider à la gestion de la douleur chronique. Nous avons également un rôle à jouer dans le diagnostic et l'investigation de toute une série de syndromes liés à la douleur chronique. Et en général, l'idée est de mettre en place une équipe de gestion de la douleur pluridisciplinaire spécialisée. J'ai eu la chance, même si je suis à Sydney, mais en Nouvelle-Calédonie aussi, de travailler avec une équipe d'experts de neurochirurgiens, de physiciens, de cliniciens, et j'espère que nous pourrons aider un petit peu les patients néo-calédoniens qui ont eu différents problèmes de syndrome de douleur chronique. Pour illustrer tout cela et ces rôles, je pensais qu'il était important d'explorer différentes gestions de neurochirurgie, de la névralgie du nerf trijumeau, le tic douloureux. Nous avons des patients à Sydney, non seulement de la Nouvelle-Galles du Sud, mais également de toute l'Australie qui se font traiter chez nous pour ce type de pathologie. Alors, au niveau de la neurochirurgie, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il y a différents types de techniques et de procédures. Par exemple, au niveau
du rachis, du centre nerveux central, la stimulation du nerf périphérique, de la moelle épinière, la stimulation du cortex moteur, stimulation du cerveau profond, mais également différentes décompression microvasculaire ou radiochirurgie stéréotaxique avec le fameux Gamma Knife et l'administration de médicaments intratécales. Voilà, c'est seulement là, ici, une vue générale, très générale de tout type de gestion de cette douleur chronique. C'est très compliqué, comme vous le savez, ce diagramme, mais ce qui est important, c'est qu'il y a toute une série de pathologies qui peuvent causer ce problème, la névralgie, la différenciation, les douleurs faciales du cancer, les névralgies crâniennes. Et pour différents patients, vous avez différents types d'options de procédures ou d'opérations, la décompression vasculaire, les différentes décompressions par ballon et autres radiochirurgies, stimulation de la moelle épinière, de rhogactomie, trabectomie aussi, qui est quelque chose qui peut très bien marcher pour certaines personnes qui sont en phase terminale d'un cancer avec des douleurs faciales. Pour, par exemple, certains cancers de la peau très invasifs. Et puis, nous avons un rôle pour pouvoir conseiller en matière de thérapie à mettre en place. Alors, la névralgie du trigémo, tic douloureux, c'est quelque chose qui est assez commun, que l'on retrouve assez souvent et qui est vraiment invalidant pour beaucoup de patients. C'est une type de douleur qui est causée par une lésion primaire ou une dysfonction du système nerveux. Ce qui est quelque chose qui est assez bizarre quand même pour ce type de douleur, c'est qu'en général, c'est quelque chose d'irréversible. C'est en général assez mineur au niveau de l'opération, au niveau de la racine du trijumeau, et c'est détecté en général par un test sensoriel qualitatif détaillé. Dans beaucoup de cas, c'est causé ou ça contribue par la compression vasculaire par la majorité des patients au niveau de la névralgie du trijumeau idiopathique, mais il y a aussi essentiellement, en fait, nous arrivons à une sorte de transmission hépatique ou abnormale d'impulsion dans le nerf trijumeau qui se solde par une compression vasculaire du nerf à l'origine du tronc cérébral. Donc, comme vous le savez, la névralgie du trijumeau est quelque chose qui est en fait une douleur lancinante, paroxystique, qui dure quelques secondes sur le visage en général, à n'importe quel niveau des nerfs, et pendant quelques secondes seulement, mais une douleur intense, très intense, souvent déclenchée par des stimulus sensoriels quand on touche son visage ou lorsque on brosse les dents, par exemple. Et c'est confiné en général à la distribution de une ou plusieurs branches du nerf trijumeau et c'est isolé en général sur un côté du visage seulement. Dans la plupart des patients, vous ne pouvez pas détecter de déficit neurologique ou de perte sensorielle. Et il y a une tendance également de rémission spontanée de tout cela. Dans la communauté australienne, l'incidence annuelle est de 4 patients sur 100 000 par an. Mais c'est sans doute ici un chiffre sous-estimé, car il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, et ce depuis des années, comme vous le savez sans doute. En ce qui concerne les procédures de neurochirurgie ici, l'idée d'abord est de poser un diagnostic. Il y a différentes alarmes, signaux d'alarme à prendre en compte. Et ça, c'est une autre forme peut-être de douleur faciale plutôt qu'une névralgie, on peut penser. Par exemple, si c'est quelque chose que l'on ressent la nuit, eh bien, on se dit que c'est peut-être pas idiopathique et que ce n'est pas vraiment une névralgie du nerf trijumeau. S'il y a d'autres symptômes, comme par exemple le larmoiement ou un œdème ou par exemple une éruption cutanée ou des autres céphalées névralgiques unilatérales comme SUNCT ou SUNA, ou d'autres signes neurologiques comme ça, le visage engourdi, une surdité, une insensibilité, par exemple. Dans ce cas-là, il va falloir penser à un diagnostic un peu alternatif, à savoir peut-être un carcinome ou d'autres types de tumeurs. Autre signal d'alarme, c'est qu'il n'y a pas de réponse au traitement médicamenteux et que là, peut-être, il ne s'agit pas de névralgie du trigémo. Maintenant, la distribution de toute la participation, eh bien, vous avez ici les branches du nerf trijumeau. La majorité des patients, c'est en général plusieurs branches de ce nerf et la distribution, vous la voyez ici à l'écran. Alors,
Dans la plupart des situations, lorsqu'il faut faire une IRM, en général, pour les névralgies du théâtre jumeau, le diagnostic, l'IRM ne suffit pas. En général, on se base sur les antécédents et l'examen médical. L'IRM a lieu lorsque l'on cherche d'autres causes de douleurs faciales. Et si tel est le cas, on fait une IRM pour voir peut-être s'il y a l'origine qui est basée sur le nerf trigémaux, et on demande aussi l'imagerie pour les patients qui peut-être ont une névralgie du nerf trigémaux, où il faut quelque chose à haute résolution si possible, là où l'axe T2 est contrasté, et l'on peut voir à ce moment-là les artères, les veines et ce qui est important au niveau de ces imageries qui sont extrêmement détaillées. Quelles sont les autres causes de ces douleurs faciales et que l'on peut diagnostiquer avant de penser à traiter, à s'occuper du patient en matière de névralgie du nerf trijumeau? Bien sûr, il peut y avoir des tumeurs des nerfs, primaires ou secondaires au niveau des tumeurs. Il peut y avoir des tumeurs aussi de la couverture du cerveau, par exemple, les myosomes, sclérose en plaques pour certains patients, pour la névralgie du nerf trijumeau. Et vous avez d'autres conditions inflammatoires qui peuvent causer aussi la douleur faciale, mais également aussi la compression vasculaire des nerfs. Donc, si l'on se penche maintenant sur l'imagerie et tout ce qui est de la littérature, on trouve qu'à peu près 1% des patients qui ont cette névralgie du nerf trijumeau ont en fait un historique tout à fait typique et classique et ont une tumeur sous-jacente. Chez 2% des patients qui ont une sclérose en plaques, en général, ils vont développer ce type de névralgie. Et si vous avez des douleurs bifaciales, en général, c'est quelque chose qui, en général, cache une sclérose en plaques. Et pour la plupart des personnes, l'imagerie est extrêmement importante en matière de neurochirurgie pour savoir si oui ou non il y a une boucle vasculaire qui cause la compression. Voici le type de scanner que l'on a. Vous avez des coupes adjacentes ici de T2. À droite, vous pouvez voir juste le nerf du trigémo. Si l'on demande ce type d'imagerie de haute résolution. Excuse-moi, pour les traducteurs, il faudra que tu parles un tout petit peu plus lent pour la traduction en français. Merci. Oui, bien sûr, pas de problème. Sur les séquences à haute résolution, on voit l'origine du trijumeau sur cette image et on voit qu'il s'étend vers le bas dans le coin en bas à droite. On a donc 10 tranches dans le nerf trijumeau et ça fournit le type d'information détaillée dont on a besoin si l'on veut mettre en évidence une boucle ou une compression vasculaire comme c'est le cas ici. Donc, on a une séquence en tranches très fines de 1 mm et c'est absolument indispensable et ça, on ne peut pas l'obtenir dans le cadre d'une IRM de routine. Ici, des images de patients que j'ai traités. Ici, on avait donc des patients souffrant de douleurs de la face. Dans nombre de cas, il s'agissait de patients qui présentaient par ailleurs d'autres symptômes neurologiques. Le diagnostic de fond n'était pas toujours le même. Ici, on a un schwannome du trijumeau avec une compression grave et une perte sensorielle chez le patient. On peut aussi avoir des managiomes de l'angle cérébello-ponteux. Comme c'est le cas ici, on voit que la tumeur appuie sur le trajet du trijumeau depuis le tronc cérébral. À droite, on a un patient souffrant de sclérose en plaques. Là encore, on voit le trijumeau et on voit bien qu'il y a une démyélianisation sur le nucléus du trijumeau sur le tronc cérébral, ce qui peut là encore entraîner des NT. Il faut là encore regarder de près les images pour voir si le diagnostic sous-jacent est correct. Sur une image à haute résolution, on a le type de détail que vous voyez ici. On voit le trijumeau et ici, on voit notamment qu'il n'y a pas de signe de compression sur cette image en particulier. Ici, un patient qui, lui, souffre de névralgie du trijumeau en raison d'une compression vasculaire et on ne le voit qu'à peine, ce trijumeau.
Mais par contre, lorsqu'on utilise une image à haute résolution, là, on a le même patient, on voit tout de suite la différence. On voit le point d'entrée du trijumeau et on voit apparaître la forme sur l'artère cérébellaire supérieure avant même d'arriver au point d'entrée du trijumeau. Et là, on voit bien les deux points de compression vasculaire le long du parcours du trijacent dans la zone adjacente au point d'entrée. Ici, là encore, sur l'IRM, on voit quelque chose qui correspond tout à fait à ce que l'on observe lors de la chirurgie. Dans le cas présent, le trijumeau, l'origine du trijumeau est là et ici. Et à l'origine, mon souci était que la compression vasculaire était peut-être liée à cette chose qu'on voit ici. Mais lorsqu'on y a regardé de plus près, en fait, on a vu qu'il s'agissait d'une boucle avec, en fait, une compression. La décompression s'est révélée relativement aisée. Et ici, on est en phase de chirurgie. On voit sous le microscope que le trijumeau qui apparaît à droite de l'écran est effectivement comprimé par la boucle de l'artère cérébellaire et là encore la décompression s'est avérée relativement aisée. Ici, nous avons un autre patient avec une petite boucle ici dans la zone supérieure que l'on voit sur l'IRM et on voit après l'image du microscope qui montre effectivement, qui confirme effectivement la chose avec ici le nerf facial, le trijumeau à droite et comme on pouvait s'y attendre, une petite compression vasculaire. Même chose ici, là encore nous avons un autre patient avec un petit méningiome que l'on voit ici sur l'IRM. Mais c'est bien la compression vasculaire qui était la cause de la névralgie du trijumeau. Alors, dans le cas des NT, on voit qu'il y a des patients qui souffrent de NT classique sans pour autant avoir de conflit neurovasculaire détectable et on constate qu'il n'y a pas non plus de confirmation de cet éventuel conflit dans l'exploration chirurgicale. Dans les années 1990, lorsqu'on se trouvait confronté à une névralgie de ce type, parfois on n'arrivait pas à mettre en évidence de compression vasculaire. Aujourd'hui, lorsque je ne vois pas de compression vasculaire, je n'explore plus le point d'entrée parce que nous savons que nous pouvons, avec une procédure percutanée, trouver de toute façon un traitement adéquat. Donc là encore, si l'on revient sur la littérature spécialisée, bien que la compression vasculaire est très souvent d'origine artérielle, il faut néanmoins tenir compte du fait qu'il y a malgré tout des patients qui ne souffrent pas de douleur et qui pourtant, eux, présentent la même pathologie de la racine du trijumeau avec compression vasculaire et qui pourtant ne présentent pas de névralgie du trijumeau. Si l'on regarde notamment à ce qui se fait dans les études consécutives à des autopsies, on voit que 90 à 100% des patients avaient effectivement une NT. Mais en revanche, si l'on regarde ce qu'il en est des patients qui ne se sont jamais plaints de névralgie du trijumeau, on voit que 2 patients sur 3 présentent néanmoins des traces de compression vasculaire qui n'ont pas pour autant entraîné de névralgie du trijumeau. On voit aussi dans certaines études un conflit vasculaire artériel chez 7 à 32% des patients qui ne présentent pas de douleur de la face. Donc, compte tenu de la rareté relative des névralgies du trijumeau, 155 personnes par million de personnes, on peut considérer qu'il y a environ 400 personnes qui souffrent de compression artérielle de nerfs trijumeaux pour chaque patient présentant une névralgie du trijumeau sans qu'on puisse vraiment expliquer la chose. Ici, un exemple qui montre qu'il est souvent très important de connaître les antécédents médicaux et que les images à elles seules ne suffisent pas toujours à poser le diagnostic. Il faut rappeler que toutes les douleurs de la face ne sont pas nécessairement des névralgies du trijumeau et plus on s'éloigne de la description classique de la névralgie du trijumeau et moins on a de chances de trouver des solutions efficaces contre la névralgie du trijumeau avec des techniques purement neurochirurgicales. Alors, quelles sont justement les options en matière de traitement? Comme vous le savez, les médicaments sont efficaces dans la grande majorité des cas de patients qui souffrent de NT. On peut administrer ces médicaments Péros
On a de bons résultats avec le Tegretol, notamment dans les cas de compression vasculaire lorsque la douleur progresse. On utilise aussi le prégabaline et les préparations topiques peuvent également produire un certain soulagement, notamment celles qui contiennent de la capsaïcine. Il existe diverses procédures percutanées également, comme la compression par ballon, la thermocoagulation par radiofréquence ou la rhizolisoglycérol, qui sont autant de méthodes qui, dans certains cas, s'avèrent extrêmement efficaces, même s'il s'agit de procédures invasives. Certaines de ces techniques sont moins populaires en Australie qu'elles ne le sont aux États-Unis ou en Europe. Et puis, bien sûr, la neurostimulation, notamment du complexe moteur, est également très importante et peut donner des résultats très positifs. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est le cas. Alors ici, une de mes diapositives préférées parce que je pense qu'elle montre ce qu'il en est de l'évolution historique du traitement de la névralgie du trijumeau. L'orateur est extrêmement rapide. Il faut rappeler qu'à l'origine, on n'avait pas vraiment de solution efficace face à ces pathologies et on peut donc imaginer les souffrances qu'enduraient les patients, notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle. On n'avait pas de solution véritablement efficace. Le Tegretol, je l'ai dit, a été la première molécule utilisée à partir de 1963 pour le traitement de cette pathologie. Puis la procédure de décompression vasculaire est intervenue, une méthode qui avait été décrite à l'origine par le docteur Janetta à Pittsburgh, qui est devenue très populaire à partir des années 60. L'injection de glycérol s'avère également efficace contre la NT, une solution qui a été découverte de manière fortuite dans les années 80. Et puis, il y a la neurontine, l'épilim, la prégabaline et la radiochirurgie, des méthodes et des molécules qui n'étaient disponibles qu'à partir des années 1990. On peut donc dire qu'aujourd'hui, on a un vaste éventail de solutions, mais qui sont toutes relativement récentes. Venons-en aux techniques percutanées. Glycérol, thermocoagulation par radiofréquence ou compression par ballon, ce sont des méthodes qui, de manière générale, s'avèrent rapidement efficaces, lorsqu'elles marchent en tout cas, dans les cas dans lesquels elles marchent. Pour ma part, je me suis un petit peu éloignée de la radiofréquence. J'utilise essentiellement la rhizolyse et la compression par ballon parce que je pense que la radiofréquence peut avoir un impact sur l'anesthésie de manière générale. Ces trois méthodes ont pour objet de détruire les axones et la myéline. Pour cela, on procède à une injection intraneurale. Dans le cas du glycérol, eh bien, on blesse de manière chimique le ganglion, ou bien avec les ballons, on applique une pression sur le trijumeau, et avec la radiofréquence, eh bien, là encore, on agit sur le ganglion transgéminal ou du trijumeau et on obtient les mêmes changements, démyélinisations, fibrose endoneurale et perte neuronale. Et si l'on teste ces patients avec des méthodes électrophysiologiques, eh bien, on trouve que de manière générale, on entraîne la formation de blessures électriques non souhaitables sur le ganglion du trijumeau. Comme je l'ai dit, le glycérol est une solution qui a été trouvée de manière tout à fait fortuite en Suède dans les années 1981. Le glycérol était utilisé comme porteur du Tantal, utilisé pour localiser les zones à traiter. Et c'est une méthode qui a été élaborée en Suède. Il avait été constaté en effet que dans nombre de cas, les patients voyaient leur douleur soulagée après l'injection de glycérol avant même de passer à l'étape de la radiochirurgie. Et c'est ainsi qu'on a pu constater que ce glycérol en lui-même était en soi une solution percutanée des plus efficaces. Voilà comment la procédure est effectuée. Qu'il s'agisse de glycérol, de ballon ou de radiofréquence, on procède de plus ou moins de la même manière. On pose une aiguille dans la joue, puis on utilise l'imagerie pour guider l'aiguille, et ce, de manière à surveiller le passage de l'aiguille.
et on procède à une fluoroscopie latérale continue. Voilà le genre d'image que l'on obtient. On voit bien la foramen ovale ici. Et ici, l'aiguille positionnée. Et on voit ici que l'aiguille est dans la bonne position, non seulement parce qu'on le voit sur l'image, mais aussi parce qu'on peut aussi utiliser d'autres solutions. Pour ma part, je crois que la procédure percutanée s'avère particulièrement efficace, notamment chez les patients plus âgés qui hésitent à subir une chirurgie lourde. C'est très efficace également dans le cas de patients qui ont des carcinomes invasifs. Aujourd'hui, c'est la procédure la plus privilégiée dans le cas des patients souffrant de multiples de sclérose en plaques. On a pu constater qu'elle était très efficace chez les patients âgés ou les patients souffrant de tumeurs malignes. Et ça marche aussi chez les personnes chez qui la décompression vasculaire s'est avérée inefficace. Malheureusement, on a un taux de récurrence élevé. Je dis généralement à mes patients qu'ils ont une chance de l'ordre de 30% de devoir revenir me voir dans les 3 à 5 ans qui suivent la procédure. Mais cette procédure peut finalement être répétée plusieurs fois, qu'il s'agisse de l'injection de glycérol, de l'injection d'un ballon ou de l'utilisation de la radiofréquence. Ce sont des procédures qui peuvent encore une fois être répétées. Et comme vous le constatez, on obtient de manière générale dans 2 tiers des cas de bons résultats chez tous les patients. Néanmoins, il y a des complications. D'abord, l'analgésie, si l'on est trop agressif lorsqu'on utilise la compression par ballon ou la radiofréquence, eh bien, on peut entraîner des formes d'analgésie dans le visage. Dans la plupart des cas, les patients nous ont dit qu'ils avaient eu des modifications du point de vue sensoriel, qu'ils avaient remarqué, et des différences d'isesthésie possibles également, anesthésia dolorosa qui n'est pas exclue. On a des patients qui sont complètement endoloris, enfin, qui ont des engourdissements, mais des douleurs récurrentes. On peut avoir aussi des risques d'ulcères de la cornée, de perte de la vision, chez 2% des cas, des faiblesses motrices, des formes aussi de paralysie des nerfs crâniens. Ça peut arriver en particulier lorsque l'aiguille est mal positionnée. On a un tout petit risque aussi de causer des méningites et un tout petit risque de voir la procédure entraîner une hémorragie cérébrale. Une hémorragie cérébrale qui se produirait pour 2 raisons. Lorsqu'on utilise des ballons, des compressions par ballon, on voit qu'il y a une augmentation considérable de la pression artérielle associée à de la brachycardie, ce qui peut faire peser un risque particulier sur certains patients qui peuvent se voir exposés à un risque accru de hémorragie cérébrale. De manière générale, on peut dire que la procédure chirurgicale la plus fréquente dans le cas du traitement de la NT, c'est la décompression microvasculaire, la DMV. Généralement, elle se pratique sous anesthésie générale avec suivi continu, notamment de l'audition et des mouvements de la face. Donc, un suivi constant du patient pendant toute la procédure. On procède à une petite ablation d'un morceau d'os de 2 à 3 cm que l'on retire sur l'arrière de l'oreille. On utilise ensuite un microscope pour procéder à la décompression microvasculaire, qui est une procédure assez rapide. Les patients restent au maximum 3 à 4 nuits à l'hôpital et peuvent, en général, après 2 à 6 semaines de congé maladie, reprendre le travail. Voilà quelques images qui illustrent cette procédure. On a ici un patient dont on a rasé l'arrière de l'oreille avec une sonde dans l'oreille pour suivre l'audition, l'évolution de l'audition. Et on suit donc la situation pendant toute la procédure, une petite craniotomie, comme vous le constatez. La durmère est ouverte, on voit le cérébellum, cervelet, et on procède donc à l'aide d'un microscope. J'ouvre toujours en bas du cervelet de manière à ce qu'on puisse entraîner une relaxation du cervelet, et on peut donc procéder à l'opération sans avoir besoin d'utiliser un rétracteur, parce que souvent la rétraction est précisément ce qui entraîne des faiblesses faciales ou une perte d'audition. Donc, ici en haut à gauche, on voit le nerf rachidien, et lorsque on ouvre l'arachnoïde, on a une vision de haut et on voit donc ici une situation classique dans ce type de cas.
7e et 8e nerfs, les plus latéraux des nerfs crâniens. Il faut les contourner pour atteindre le trijumeau qui est obscur ici, qui est caché ici. Et tout cela se fait encore une fois à l'aide du microscope. Ici, on voit le trijumeau. On n'a pas encore une idée précise de ce qui cause la compression parce qu'on a des veines et une partie de l'arachnoïde qui obstrue le champ de vision. Une fois qu'on ouvre, eh bien, on voit quelle est en fait la cause la plus fréquente de compression vasculaire. En haut à gauche, on voit le trijumeau et il y a deux branches de l'artère du cervelet supérieur qui entraîne une pression sur les parties supérieures du trijumeau au point d'entrée. Et là encore, on voit là que c'est bien un cas de compression vasculaire qui est la cause la plus fréquente de cette névralgie du trijumeau. L'objectif ici est donc de mobiliser l'artère et de faire une rotation supérieure pour éviter toute compression sur le trijumeau. C'est ce qui est effectué ici. Ici, le trijumeau. Et on voit ici qu'on tient l'artère supérieure. Et en gros, l'objectif, c'est d'effectuer une rotation d'un côté sur l'autre. On utilise ensuite un petit morceau de téflon que vous voyez ici et qui va maintenir tout cela en place pour éviter que l'artère ne se repositionne comme à l'origine et on peut ainsi entraîner ou provoquer cette décompression vasculaire grâce à l'insertion de ce morceau de téflon. Et donc là, M. Dexter décrit une procédure chirurgicale que votre interprète est bien incapable de décrire en français ou dans quelque autre langue que ce soit. Donc, une fois que la décompression est effectuée, nous pouvons refermer. En règle générale, j'utilise un petit morceau d'acrylique pour refermer, ou parfois de titane. Là encore, une autre image assez semblable à la précédente. Ici, nous avions affaire à une compression vasculaire du côté gauche, nerf facial, nerf trijumeau, artère supérieure en haut et la partie inférieure de l'artère en bas. Donc, nous avons déplacé l'artère comme je vous l'ai indiqué et avons inséré un morceau de téflon pour maintenir tout cela dans la position souhaitée. Ici, le patient que je vous ai montré tout à l'heure avec la boucle qui était à l'origine du problème. Nous pouvons répéter les images. Après la décompression, on voit que le trijumeau est bien visualisé. Et on a ici l'artefact lié à la présence de téflon. Il y a toutefois des complications dans ce type de procédure lorsqu'on procède par décompression microvasculaire. D'abord, un petit risque d'entraîner une perte sensorielle au niveau de la face, mais là encore, l'intérêt de cette procédure de décompression est justement de préserver les fonctions du trijumeau, alors qu'avec la procédure par ballon, on peut avoir plus de problèmes, un risque de 1% de perte auditive, de faiblesse dans la face, paralysie des nerfs crâniens 0,5%. Pour ma part, je n'ai jamais vu de cas de faiblesse dans la face. Nous savons, comme je le disais, donc il y a un risque de paralysie des nerfs crâniens, un risque aussi, un risque limité d'infection, mais c'est le cas dans toutes les procédures neurochirurgicales de ce type, un petit risque de problème de cicatrisation et d'attaque. Les résultats sont satisfaisants et supérieurs à ce que l'on voit avec les techniques percutanées. On a là une procédure qui sera plus efficace dans le court terme, mais aussi à plus long terme. Et on peut donc dire que la décompression microvasculaire est suffisamment efficace pour qu'à un horizon de 10 ans, les patients, une majorité de patients, soient toujours présentent plus de douleur et c'est une procédure sûre dont on sait que les effets sont durables. Pour autant, elle n'est pas efficace chez tous les patients. Dans certains cas, nous avons des personnes qui souffrent de NT classique sans compression vasculaire et dans ce cas-là, bien évidemment, cette décompression microvasculaire ne sera pas la solution. Ça, on l'a déjà vu. Suivi
neurale, c'est vraiment la norme et c'est ce qui fait que les procédures sont sûres. Ici, nous procédons à un suivi pour éviter notamment tout spasme hémifacial. Nous pouvons ainsi limiter les risques de perte auditive ou de blessure du nerf de la face. Nous avons pu constater que le suivi latéral permet notamment de bien surveiller l'activité du nerf de la face et de s'assurer d'un retour à la normale après que la décompression a été effectuée. Si, en revanche, nous ne voyons pas de changement, c'est donc que nous n'avons pas trouvé la cause de la compression vasculaire. Malheureusement, malgré ces procédures, la névralgie du trijumeau peut revenir. Et il y a des cas nombreux de récurrence. C'est néanmoins une procédure efficace, la procédure la plus efficace dont nous disposions à l'heure actuelle pour traiter cette pathologie. Si la douleur revient, quelle est notre stratégie du point de vue neurochirurgical? Eh bien, d'abord, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'une névralgie du trijumeau et s'assurer que c'était bien une névralgie du trijumeau à l'origine. Il faut donc, en d'autres termes, confirmer que le diagnostic à l'origine était correct. Et pour ça, il faut revenir à l'examen des images, vérifier s'il y avait ou pas compression, s'il s'agissait d'une compression résiduelle ou récurrente, voir si, encore une fois, il y avait une réelle compression à l'origine, et si le problème avait bien été diagnostiqué, on regarde ce qu'il en est des médicaments qui ont été utilisés, et bien sûr, on tient compte des attentes du patient qui sont un facteur très important. On peut aussi avoir un granulome en téflon qui se forme après la décompression microvasculaire, en particulier si le téflon est en contact avec la dure mère. On a pu voir apparaître certains de ces granulomes chez plusieurs patients, même si, encore une fois, le phénomène reste relativement rare. Je voudrais maintenant revenir, et je vais passer quelques diapositives, sur la radiochirurgie stéréotaxique et les techniques de neuromodulation. Je sais que je parle beaucoup plus longtemps que d'habitude, dit l'orateur. En tout cas, je suis un peu en retard. Donc, radiochirurgie stéréotaxique, elle se pratique en Australie, elle est pratiquée par des radio-oncologues. Il s'agit d'utiliser une fraction unique de radiation photon à l'aide d'un gamma knife ou d'un système LINAC. L'objectif ici est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'entraîner un soulagement immédiat. Parfois, il faut attendre 3 à 6 mois de latence. C'est une procédure qui ne nécessite pas d'anesthésie, qui peut s'effectuer en ambulatoire, qui ne nécessite pas non plus d'incision cutanée. Et dans 40 à 70% des cas, on a des patients qui, 3 ans plus tard, ne souffrent toujours pas. C'est en général efficace chez les patients âgés et c'est donc une solution efficace dans le traitement des névralgies du trijumeau. Neurostimulation des douleurs centrales, de manière générale, on part du principe que les douleurs de désafférenciation sont liées à une perte d'influx sensoriel. Et il est apparu qu'il pouvait être utile et intéressant de développer des pistes somatosensorielles. C'est le cas depuis maintenant une trentaine d'années. Il s'agit de procéder par stimulation cérébrale profonde ou par stimulation du cortex moteur. Et aujourd'hui, on semble constater que ces deux techniques sont efficaces dans le traitement de la NT. Quelles sont les théories derrière ces techniques? Eh bien, d'abord, on pense que la stimulation du cortex moteur peut activer de manière antidromique les neurones du cortex sensoriel. Les influx descendants inhibent l'hyperactivité thalamique anormale qui se produit après la désafférenciation. Cette méthode de stimulation du cortex moteur peut aussi activer le nucleus ventralis lateralis et la partie antérieure du thalamus, ce qui peut entraîner des améliorations en matière de spasticité et de tremblement.
De manière générale, il semblerait que cette technique permette également d'activer le cortex singulaire antérieur et le cortex insulaire, mais là encore, c'est un effet qu'on ne comprend pas pleinement. Nous savons par ailleurs que cette technique dépend avant tout de l'organisation somatotopique du cortex, et c'est précisément pour cette raison que la stimulation du cortex moteur est utile dans les cas de douleur de la face. Et si l'on revient précisément... Merci. Comme vous le voyez ici, on a une partie importante du cortex latéral qui est en fait cette technique s'applique bien au traitement du trijumeau, de la névralgie du trijumeau pour les raisons que l'on voit sur cette image. Et de manière générale, elle est efficace dans le traitement de toutes les douleurs centrales, douleurs thalamiques, les névralgies, le syndrome thalamique et les douleurs liées aux membres fantômes ou les douleurs du moignon, ou encore les douleurs liées à une lésion de la moelle épinière. De manière générale, c'est un traitement sans doute très efficace, le seul traitement efficace pour l'anesthésia dolorosa. Il est très efficace aussi dans le traitement de la douleur neuropathique du trijumeau, la douleur de désafférenciation du trijumeau et les douleurs de la face atypique. Donc, il s'agit d'introduire des électrodes dans le thalamus. C'est une technique de stimulation cérébrale profonde, la même que celle qu'on utilise dans le traitement de certaines formes de Parkinson. Cette technique peut être effectuée en 2 temps ou en un seul temps. Nous avons aussi la stimulation péridurale du cortex moteur. Là encore, on procède à une petite craniotomie au-dessus du cortex sensorimoteur contralatéral. On peut ainsi suivre avec l'aide des images ce qui se passe et on procède à la stimulation afin de déterminer les seuils de contraction motrice, afin de localiser la zone à traiter. Donc ici, on a l'électrode et on peut, grâce aux images, la placer de manière très précise et procéder à la stimulation péridurale en s'assurant d'être au bon endroit. Et l'on constate que, de manière générale, on a une réduction de moitié de la douleur. Voilà les images que l'on obtient et voilà à quoi cela ressemble après la chirurgie. Je voulais en fait vous montrer une étude de cas, mais je vais passer, si vous le voulez bien, sur cette diapositive, car je crois que nous manquons de temps et je préférerais répondre à vos questions. Donc ici, un exemple de patient qui a été soulagé grâce à cette méthode de stimulation du cortex moteur. Nous avons eu d'excellents résultats dans 50% des cas et cette efficacité s'est confirmée dans plusieurs études avec des réponses très positives et d'excellents résultats dans le traitement de la névralgie du trijumeau. Beaucoup de littérature sur ces nouvelles méthodes aujourd'hui. Je pense que dans 50 à 70% des cas, on obtient d'excellents résultats, ce qui montre bien le lien entre... Pardon, il y a aussi des complications possibles à ce type de procédure. Il ne faut pas l'oublier, avec notamment formation d'hématomes, des petits risques, un risque limité de problèmes d'élocution, de convulsions. Donc, néanmoins, la méthode est très efficace pour traiter cette pathologie, notamment dans les cas qui sont réfractaires à toute autre solution. On a pu également observer un niveau d'activité accru, une réduction de la consommation de stupéfiants et d'autres médicaments. Et puis, c'est une méthode qui a quand même des défauts, elle est extrêmement coûteuse et elle ne marche pas dans tous les cas. Une dernière diapositive, je voudrais juste vous montrer un récapitulatif des différentes interventions neurochirurgicales que l'on peut envisager pour traiter la névralgie du trijumeau. On voit ce qu'il en est du degré d'efficacité et de succès des différentes méthodes, décompression microvasculaire, méthode percutanée. On voit qu'on peut avoir une amélioration immédiate de la douleur dans certains cas et moins avec d'autres méthodes.
En ce qui concerne les méthodes invasives, la décompression microvasculaire est de loin la plus invasive, alors que la radiochirurgie stéréotaxique est la moins invasive de toutes les méthodes qui sont présentées ici. Et c'est une procédure, encore une fois, qui se pratique en ambulatoire et qui a pour objet de préserver aussi les sensations de la face. La stimulation du cortex moteur n'entraîne pas de modification au plan sensoriel chez nos patients. Voilà très brièvement ce que je souhaitais dire sur cette question. J'espère que vous avez pu trouver des informations utiles et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. Bonjour, docteur Dexter. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous ne sommes pas encore rencontrés. Je suis docteur Michel. Je suis un des chirurgiens orthopédistes à Nouméa depuis maintenant 1 an et demi. Je fais de la chirurgie vertébrale essentiellement. J'aurais quelques questions à vous poser. Pensez-vous que les résultats dans la chirurgie du trijumeau sont liés en partie au délai de prise en charge? Car on peut penser que plus la compression date, plus il peut y avoir des douleurs type douleurs neuropathiques qui peuvent être résiduelles, des douleurs liées notamment à des ischémies nerveuses. Donc, comment prenez-vous en charge ces patients? Est-ce que vous octroyez un délai de prise en charge? Et est-ce que vous savez, par exemple, à partir d'un certain délai, il ne sert plus d'opérer ce type de patient, car finalement, les douleurs vont être résiduelles et liées à une compression trop ancienne? Ça, c'est une excellente question. On a des preuves assez convaincantes sur la microdécompression vasculaire où les résultats sont meilleurs si on agit relativement vite, mais on offre la décompression microvasculaire même chez des patients qui ont des douleurs depuis une dizaine d'années. Mais on sait que les résultats sont supérieurs chez des patients qui ont une chirurgie dans les 5 premières années après le premier diagnostic. Cela étant dit, si vous êtes un peu plus âgé, vous arrivez à contrôler la douleur, il n'y a pas d'effet secondaire significatif. Avec la plupart des patients, on continue avec la thérapie médicamenteuse. Donc, c'est une très bonne question. Je dirais qu'on devrait intervenir sur le plan chirurgical le plus vite possible, mais si la douleur est bien contrôlée avec des médicaments, on peut rester comme ça pendant des années, de nombreuses années. J'ai été assez surpris ici, car nous avons un délai de prise en charge relativement long lié au fait que nous prenons en charge des patients de Wallis, des patients des îles Loyauté, des gens qui finalement consultent avec des tableaux très très avancés, notamment au niveau lombaire, des sténoses très très importantes qui datent depuis des années. Et justement, j'avais eu cette notion, on nous disait qu'il fallait essayer d'opérer dans la première année, les 2 premières années, car après, il y avait des douleurs neuropathiques qui pouvaient persister et des résultats qui étaient moins bons. Et ici, finalement, je me suis rendu compte que même si on prend en charge ces patients qui ont une sténose très, très serrée, qui ont ça depuis des années, voire presque 10 ans, finalement, on a d'excellents résultats. Alors, c'est vrai que c'est assez contradictoire par rapport à certaines études. Oui, je suis d'accord avec votre analyse. Il y a des éléments culturels qui ont un impact sur la décision d'un patient de se faire opérer ou pas. Très souvent, j'ai eu cette expérience avec des patients des îles Loyauté et Wallis à Sydney. Je traite beaucoup de patients des îles Wallis. Ensuite, j'ai une dernière question. Lors de votre consultation préopératoire, quelle est votre attitude? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Parce qu'il y a différentes façons d'aborder une consultation. On peut très bien dire au patient, il vous restera, on va dire, 30% de douleur, 50% de douleur, et être un petit peu pessimiste. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt optimistes dans le but justement d'essayer d'avoir un meilleur résultat. Moi, j'essaie plutôt cette voie-là, d'essayer de rester optimiste. Et je trouve que justement, en ayant ce discours-là, on améliore un peu plus la prise en charge, on gère d'autres facteurs qu'on n'explique peut-être pas complètement. Que cela aussi est tout à fait
avec la neuralgie du trijumeau, la décompression vasculaire, microvasculaire, des traitements très efficaces en option. Donc, je suis très enthousiaste quand je parle de cette possibilité de traitement avec les patients. Berlin Kafoua, directeur de la division santé publique ici à la CPS. Je travaille avec ces problèmes depuis de nombreuses années. Je voudrais poser une question au sujet de la transition entre le statut de chirurgien et chirurgien en chef. C'est quand on décide de ne pas couper, de ne pas intervenir chirurgicalement. Quels sont les critères que vous direz il ne faut pas intervenir chirurgicalement? Je pense qu'on peut éviter la chirurgie s'il y a beaucoup de drapeaux rouges qui s'agitent. Si ce n'est pas un neuralgie du trijumeau classique, je suis plutôt prudent et je ne recommande pas souvent des procédures opératoires invasives si les résultats de l'imagerie ne sont pas celles auxquelles je m'attendais. Enfin voilà, il y a des situations dans lesquelles j'hésiterais à recommander une option chirurgicale par rapport à ces patients-là. Merci beaucoup, Marc, pour votre exposé. En espérant se rencontrer un jour pour échanger plus longuement sur certaines questions, notamment au niveau de la neurochirurgie et de la colonne vertébrale. Thank you very much. It was a great honor. Thank you very much. It was a great honor to be invited, and I hope to be in New Caledonia in September.